Alors, je vais construire mon propos en 3 temps, comme ça, si je suis trop long, ça vous permettra de me couper, et puis c'est peut-être plus facile à suivre. Alors, première chose, je vais revenir sur la nécessité de la réduction du temps de travail. Alors, Jean-Marie l'a illustré de manière tonique, je vais l'illustrer avec quelques chiffres. À la fois pour confirmer son propos et pour nuancer un peu la noirceur de ce qui a été dit avant. Commençons par une période dont vous avez tous entendu parler, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses sont une période où le produit intérieur brut français a plus que doublé, multiplié presque par 3. Bien. Dans cette période, on a créé 13% d'emplois. Bien. Très peu. Donc déjà, première chose, on voit qu'il y a un décalage énorme entre la croissance et l'emploi. Quand on nous dit la croissance crée de l'emploi, c'est 5 fois, 10 fois, 20 fois moins parfois selon les périodes historiques. Première chose. Deuxième élément sur ces 30 Glorieuses, à la fois, donc je disais pour confirmer, et à la fois pour nuancer la noirceur. Le besoin de la société en travail, le nombre d'heures de travail que la société a utilisé chaque année, a baissé. Les gens ne le savent pas. Mais alors que le PIB triplait, la société utilisait moins de travail. 6% en moins. Et c'est là où, du coup, ça permet de nuancer un peu la noirceur. Si on prend encore plus de recul et qu'on prend le premier chiffre connu, 1900, enfin 1896 à peu près, et qu'on regarde de 1896 à 2015, le nombre total d'heures de travail que le pays utilise chaque année a baissé de 25%. Donc 25%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 70%, ce n'est pas 90%, ce n'est pas un effondrement, c'est une diminution. Et à chaque fois, on a pu compenser cette baisse du besoin en travail par une réduction plus rapide de la durée du travail moyenne pour créer des emplois. C'est tout bête, hein, si si vous avez besoin de 5% de travail en moins, mais que la part de chacun, la durée moyenne du travail baisse de 15%, plus vite, vous créez 10% d'emplois, c'est évident. Bon, la somme ne donne pas tout à fait ça, c'est 9, quelque chose, mais vous avez compris l'idée. Bien. Donc, première chose, bien sûr, la réduction du temps de travail est fondamentale, mais attention à ne pas trop noircir le tableau. On a mécanisé l'agriculture, de fait. On arrive à un seuil, plusieurs personnes l'ont dit, il faudrait revenir, recréer des emplois dans une agriculture propre, biologique, qui respecte la nature, qui respecte les travailleurs, etc., et les consommateurs, évidemment. On a mécanisé l'industrie, on n'a pas fini. Par contre, l'histoire de l'usine de voitures sans robot, la seule qui existe, c'est dans un film de science-fiction qui s'appelle Minority Report, ou d'autres films équivalents, mais Fiat l'a déjà essayé dans les années 90, l'usine sans ouvriers. Ça ne marche pas. Ils ont abandonné, ils en sont revenus. Donc, on a eu beaucoup d'annonces absolument catastrophistes dans d'autres domaines proches. Vous voyez, par exemple, dans les années 80, on a vu le rapport de Jean Arthuis sur les délocalisations, qui nous disait 5 millions d'emplois vont partir, les délocalisations, c'est la mort, c'est fini. Et là, on a la même chose. Le progrès technique va nous détruire, nous laminer. Bon, on n'a jamais eu un effondrement de 70% du besoin en travail, jamais. Pourquoi ? Parce que, après avoir mécanisé les champs, après avoir mécanisé les industries, on mécanise le secteur tertiaire en partie, c'est vrai, mais il existe un secteur quaternaire. Un secteur 4, un secteur de services non mécanisables, qui, lui, constitue un besoin en travail humain, excusez-moi, juste l'émotion qui monte un peu, excusez-moi, voilà, un besoin en travail humain qui fait qu'on ne peut pas imaginer une société humaine sans travail humain. Pourquoi ? Parce que un agriculteur, on vient de le dire, on arrive à un plancher, vous ne mécaniserez pas plus les agriculteurs, il faut les mécaniser moins. On l'a dit dans le soin, vous ne mécaniserez pas plus le soin, on va prendre la température avec des trucs électroniques, bon ça gagne un peu de temps, mais on l'a dit, ça pose de tels problèmes humains dans les rapports entre les soignants et les soignés qu'on ne pourra pas aller si loin. On ne pourra pas avoir un robot qui pousse la porte, qui balance les médicaments. Les gens rejetteront ça. Il va y avoir des résistances sociales, ça ne va pas forcément se faire comme ça, en tous les cas. Pas aussi facilement que certains le croient. Vous n'aurez pas, je l'affirme en tant qu'enseignant, vous n'aurez pas de robot prof. Ça n'existera jamais. Vous n'apprendrez pas à jouer au tennis avec un robot. Le robot peut lancer des balles, mais celui qui va vous régler le coup droit, c'est un prof. Vous n'apprendrez pas à jouer au piano sans un être humain.
Non, vous n'apprendrez pas. Enfin, oui, bien sûr, on trouve toujours des contre-exemples. Le mec a appris à jouer de la guitare sur YouTube, il y en a un ou deux. Mais enfin, l'immense majorité des musiciens apprennent avec un professeur. Dans l'échange entre deux êtres humains, il y a des choses qu'on ne supprimera jamais. Un robot vous fera pas rire. Il ne fera pas des vannes. Bon, non. Les vannes aléatoires des robots, c'est pas drôle. La culture, ça ne se mécanisera jamais. Le coaching, la police, la justice, l'artisanat. Dans Minority Report, le film que je citais tout à l'heure, vous avez des jardiniers. Parce qu'un robot qui fait le jardin, ça n'existe pas. Donc vous aurez des robots tondeurs de pelouse, si vous voulez, mais vous ne tondrez pas les haies avec des robots, etc. Donc il y a quand même, pour nuancer la noirceur, on aura besoin toujours dans une société humaine d'un socle de travail humain. Alors ça, c'est important, parce que ça nous permet d'abord de nuancer le pessimisme, et de un. Et de deux, ça permet de dire aussi que la réduction du temps de travail, c'est pas une histoire de feignants qui veulent bosser toujours moins. Ouais, aujourd'hui c'est 35 heures, puis alors demain 25, et puis après 2 heures par semaine, hein, bien sûr, pourquoi pas. Et non, aucune société humaine ne peut fonctionner si les gens travaillent 2 heures par semaine. C'est pas possible. Il faudra sans doute 3, 4 heures par jour, 5 heures peut-être, mais on ne pourra jamais aller en dessous de ce minimum. Parce qu'il y a des choses que rien, à part un être humain, ne pourra faire. Voilà. Alors, une fois que j'ai donc nuancé la noirceur, j'espère, ou en tout cas donné quelques arguments pour la nuancer, donc je prends encore un peu de hauteur et je dis que la réduction du temps de travail est quand même absolument nécessaire, évidemment. On ne peut pas, j'en suis convaincu, créer suffisamment d'emplois sans passer par la case réduction du temps de travail. Alors, j'en arrive à mon point numéro 2, hein, vous pourrez reposer des questions après sur des détails, ou sur des points où j'étais trop vite. Quelle ampleur ? Vers quelle ampleur de réduction du temps de travail se diriger ? Alors, on sait que quand on réduit la durée du travail très peu, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, quand on est passé des 40 heures aux 39 heures, ça a créé entre 0 et 70 000 emplois. Pour 15 millions de salariés, c'est rien. Quand, comment il s'appelle, Cahuk et Zilberberg citent une étude de M. Chemin et Westmar qui compare les 35 heures en France entière et puis les 35 heures en Alsace-Moselle en disant « Ah oui, mais en Alsace-Moselle, c'était différent, ils avaient 2 jours fériés en plus. » Et du coup, quand on a réduit la durée du travail, oui, je veux bien, on les a inclus et du coup, on a moins réduit la durée du travail chez eux que chez nous parce qu'ils avaient déjà 2 jours en plus. Donc, ils auraient dû... rien du tout. Ils n'auraient pas dû créer moins d'emplois, parce que c'est 1% de différence. 1%, c'est rien. Ça ne sert à rien. Bien. Donc, tout ça pour dire que si on veut réduire la durée du travail, il faut mordre. Il faut y aller. Et ça amène un peu ce que je vais dire tout à l'heure sur le financement. Ça ne va pas se faire tout seul. Tu disais tout à l'heure, le progrès technique nous a donné le dimanche. Bon, un peu d'histoire, hein. Les salariés l'ont pris. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. Hein. Bien sûr. Bon, voilà, donc ils nous offrent la possibilité de, mais après il faut prendre. Ah oui. On est d'accord. Et sinon, évidemment, ça ne marche pas tout seul. Alors, quand on fait des réductions du temps de travail, il faut faire des grosses marches. Alors, quand on a fait les 35 heures, on partait donc de 39, ça fait moins 11%. Donc là, c'est bien, c'est important. Les entreprises ne peuvent pas, simplement par l'intensification du travail, compenser. Elles sont obligées d'embaucher. Bien. Et il faudrait aller plus loin aujourd'hui. On a, comme tu l'as rappelé, un nombre de chômeurs monstrueux, qui fait peur à n'importe qui regarde la réalité sociale en face, hein, c'est-à-dire beaucoup de gens, sauf nos dirigeants, malheureusement. Et donc, si on passait à 32 heures aujourd'hui, ça ferait une grosse marche. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont à 35 heures passeraient à 32, c'est pas beaucoup, 9%. Mais il y en a plein qui sont restés à 39 heures. Et eux, passer à 32 heures, ce serait donc une marche énorme, 18%. Donc ça ferait là un effectif, un volume de création d'emplois tout à fait gigantesque. Alors Pierre Larouturou le chiffre entre 1,5 et 2 millions d'emplois créés, ce qui est déjà conséquent. La CGT, qui se base aussi sur un autre scénario de 32 heures, a des chiffres beaucoup plus gros. Ils évoquent 3-4 millions d'emplois. C'est comme dans les manifs. Ah non. CGT. Alors, il y a peut-être un peu il y a peut-être ça. La mais... police a dit 10 emplois. Bon, alors ça, j'avais pas pensé. Effectivement, c'est sans doute en partie vrai, mais ça dépend aussi du calibrage, de comment on organise la mesure. C'est-à-dire qu'en fait, 1,5 peut être vrai, 4 millions peut être vrai aussi. Tout dépend comment vous réussissez à organiser la chose. Je vais en parler après. Bien.
Et donc l'effet sur l'emploi, c'est pas, évidemment, on fait ça à la louche, hein, on ne peut pas dire ça exactement, on va créer 4 622 322 emplois, ça n'a pas de sens. Mais par contre, on sait que plus on mord, plus on va fort dans la réduction du temps de travail, plus ça a des chances de marcher. Alors, on sait aussi que si on croit Mme El Khomri, si on suit la loi travail qui vient d'être mise en place, donc qu'on se rapproche du système américain, on sait que si on dérégule la durée du travail, si on laisse les salariés et les employeurs se débrouiller tout seuls pour la fixer, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais pour une raison intellectuelle très simple, c'est que le salarié dans son coin, l'entrepreneur dans son coin, n'a aucune idée de la durée qu'il faudrait mettre pour qu'on réduise le chômage. Il n'en a aucune idée. Ça dépend de calculs économiques plus larges, ça dépend d'une hauteur de vue. C'est pour ça qu'il faut une loi cadre, comme on l'a fait pour les 35 heures. Il faut une direction commune qui soit donnée par des gens qui ont pris un peu de recul, qui ont fait des statistiques, qui ont regardé et qui disent, par exemple, il faut aller vers 32 heures. Et si on laisse les chefs d'entreprise faire, spontanément, ils ne réduiront pas la durée du travail, ça leur coûte de l'argent d'abord. Même si leurs salariés se mettent d'accord, ça n'aura lieu que dans certaines entreprises. Et puis il y a d'autres phénomènes. Un patron, lui, il préférera avoir 5 bonhommes, ou bonnes femmes, pardon, ou personnes, excusez-moi, 5 personnes qu'il connaît, pour les faire bosser au maximum, parce qu'il les connaît, c'est fiable, il sait comment ça tourne, etc., plutôt que d'en prendre un 6e qu'il faut former. Moins il y a de gens à gérer, plus c'est simple. Donc le patron, par différents mécanismes, il va spontanément chercher à avoir moins de gens et à les faire bosser plus. Ce qui ne l'empêchera pas, dans le même temps, de faire des miettes de travail par-ci, par-là. Quand il a besoin de flexibilité, non, il ne prendra que 15 heures ici et 17 heures là. Et en même temps, on voit les deux phénomènes. Ceux qui bossent sont de plus en plus chargés comme des mules. Donc ceux qui bossent font de plus en plus d'heures supplémentaires. Les cadres sont au forfait pour une bonne partie, donc ils ne comptent même plus. Et en même temps, on a des temps partiels qui se développent. Donc on sait que si on ne régule pas, ça ne marchera pas et qu'il faut réguler. Alors j'arrive à mon à la fin de mon deuxième plan, mais ça va être très très rapide. Quelles sont les modalités à adopter pour réduire la durée du travail? Certes, on peut jouer sur la semaine, 32 heures, 4 jours. La Routurou se bat depuis 20 ans pour ça, et puis avec des arguments forts. C'est important, ça parle tout de suite aux gens, ça améliore tout de suite la qualité de nos vies qui en ont besoin. Ça nous libère du temps pour faire autre chose, pour s'occuper de notre planète, de nos enfants, de nos jardins, de nous-mêmes, réfléchir, se fabriquer une opinion sur un sujet. Même la réduction du temps de travail, ça prend beaucoup de temps pour se former une opinion un peu fondée. Voilà. Donc toucher à la semaine, c'est bien. Mais il y a d'autres systèmes envisageables pour des professions comme les chercheurs, par exemple, qui sont des gens qui fonctionnent par projet. Quand ils sont sur un projet, c'est 5 ans, 6 ans à fond. Après, ils sont essorés. Donc partir un an en congé sabbatique. Oui, un congé sabbatique, merci. Ça a du sens. Pour certains, bosser et puis prendre tous les 3 ans 6 mois pour souffler, ça a du sens. Pour certains, on pourrait donc inventer des systèmes, c'est la CFDT qui défend ça, un compte épargne-temps, tout au long de la vie. Ça a été repris donc, par la CFDT et puis par un groupe qui s'appelle Ecolinks, ECOLINKS, c'est un groupe d'économistes qui défendent aussi cette idée en disant on fait un système où c'est beaucoup plus souple, chacun accumule les heures sup, puis il les récupère quand il peut, quand il veut, quand il en a besoin, voilà, pour que ce soit prolongé à la lune de miel, ou, ce qui est quand même une bonne opération, ou pour s'occuper d'un parent malade, ce qui évidemment est moins drôle et qui est peut-être aussi nécessaire, bien sûr. Donc on a plein de possibilités. On peut jouer aussi sur l'âge de la retraite, puisque c'est aussi une réduction du temps de travail dans la vie entière. On peut jouer sur les congés annuels. Enfin, il y a plein de modalités possibles. Et l'avantage, c'est que ça introduit de la souplesse.